Charles, il revendique le droit, la place d'être un interprète professionnel en situation de handicap. Et que ça n'empêche pas de jouer des rôles, potentiellement des rôles où le handicap n'est pas la première chose qui définit le personnage. Enfin, voilà, il est vraiment dans cette défense de comment on fait de la place à des interprètes qui vivent avec un handicap. Handicap et cinéma, c'est le podcast cinéma qui parle de handicap et de chiens d'assistance. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu n'es pas handicapé? Si, je veux pas handicapé. Bah, vous n'aurez pas. Je vous signale que moi, j'ai pas de moteur. Ah bah, fallait être tétra. Faut pas faire les choses à moitié. Et vous, les nouveaux handicapés, vous respectez pas les anciens. Ce programme vous est proposé en audio description. 16% de la population vit avec un handicap, mais leur représentation à l'écran ne dépasse pas 0,6%. Les récits sont souvent stéréotypés, voire stigmatisants. Comment rendre le cinéma plus accessible et inclusif, autant dans les salles que dans sa production? Je suis Géraldine Blanchet, intervenante cinéma spécialisée en responsabilité sociétale et environnementale. Je suis animatrice accréditée de la fresque du film et avec Planète Projet, j'œuvre pour un cinéma plus engagé. En parallèle, je suis famille d'accueil pour Handi Chien, qui éduque et remet gratuitement des chiens d'assistance. Dans ce podcast, mes invités, qu'ils soient en situation de handicap ou non, partagent une passion commune pour les chiens guides et d'assistance. Bénéficiaires, bénévoles ou professionnels, ils partagent des récits incroyables et dévoilent leurs films coup de cœur. Ensemble, nous découvrons des initiatives qui font avancer l'accessibilité et l'inclusion dans le cinéma. Bonne écoute! Dans cet épisode, on va parler de chiens et de leur statut et leur rôle dans notre société. On va parler d'amour, de handicap cognitif, du tournage avec des acteurs et des actrices handicapés et du magnifique film Mon Inséparable. Aujourd'hui, je suis avec Anne-Sophie Bailly. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Anne-Sophie, tu es comédienne, tu es scénariste et tu as coécrit plusieurs scénarios dont Le procès du chien, aux côtés de Laetitia Doche, qui a été sélectionnée à Cannes dans la catégorie Un certain regard. Tu es réalisatrice et tu as sorti ton premier long métrage Mon Inséparable le 25 décembre 2024, une date un petit peu symbolique. Est-ce que j'ai tout dit ? Oui, c'est parfait. Aujourd'hui, on enregistre cet épisode au cinéma Le Trianon de Romainville et je remercie Julien Tardif, son directeur, qui est très actif pour l'accessibilité dans son cinéma et qui nous a ouvert sa salle avec beaucoup de gentillesse et d'enthousiasme. Nous, on s'est rencontrés lors d'une avant-première du film un mois avant. Et d'ailleurs, j'étais pas toute seule, j'étais accompagnée d'Anaïs, que tu as pu rencontrer, qui est l'invitée de mon premier épisode, et de sa chienne Snow. Absolument. Anne-Sophie, pour te présenter, est-ce que tu pourrais nous donner 3 mots qui te définissent particulièrement, alors sans trop réfléchir, voilà, 3 mots qui te viennent naturellement. C'est hyper dur, je trouve. Alors, je pense que... c'est peut-être parce qu'en ce moment, je suis vachement là-dedans. Je pense que je dirais paradoxal, pour plein de raisons. Parce que j'ai une grande force vitale et en même temps une vraie mélancolie et que tout ça voyage toujours très fort chez moi. Je dirais enthousiaste et je dirais... je sais pas comment on donnerait un mot poreuse à l'autre, quoi. Enfin... Empathique, peut-être ? Ouais, mais je trouve que c'est un peu... c'est un peu se mettre un beau qualificatif. Mais on a le droit. En tout cas, je me sens très poreuse à l'autre, dans ce que ça a de positif et de négatif d'ailleurs. Mais c'est vrai que quand j'ai quelqu'un en face de moi, ça me teinte, quoi. Et tu avais dit enthousiaste aussi. Je crois qu'il y a quelque chose, justement, je parlais du paradoxe et de ce qu'il peut y avoir de lumineux et sombre qui coexistent chez moi. L'enthousiasme, c'est cette espèce de chose chez moi qui fait que j'arrive toujours à relancer la machine et à aller vers autre chose. Je le dis parce que je pense que c'est une chose très précieuse chez moi, pour moi, d'avoir la possibilité très régulièrement de relancer une forme d'action. Merci. J'ai l'habitude de pitcher le film dont on parle dans l'épisode de Handicap et Cinéma, mais comme là tu es là, je vais te confier cette mission. Ouais, Mon Inséparable, c'est l'histoire d'une relation
mère-fils qui a toujours été très fusionnelle, et d'autant plus fusionnelle que Joël, le fils, vit avec un handicap et que Mona a toujours vécu avec lui depuis qu'il est tout petit. Et cette relation, elle est bougée, elle est... Comment dire ? Il y a quelque chose qui vient bouger cette relation qui n'a pas bougé pendant très longtemps et qui est une relation très symbiotique. C'est que Joël, qui travaille en ESAT, qui est un travailleur en situation de handicap, a une petite amie à l'ESAT où il travaille, qui s'appelle Océane, qui l'a planquée à sa mère, et que cette petite amie, elle est tombée enceinte. Je te manquerai pas ? Un petit peu. Comment ? Un petit peu. Juste un petit peu. Juste un petit peu. Juste un petit peu. Il s'indigne ! Un peu de respect pour ta merde ! Hé, Océane ? C'est quelqu'un. S'en fiche. Pour toi. Je peux te parler. Joël avait été plutôt avide de questions là-dessus. Qu'est-ce qu'elle vous dit, Océane ? Elle m'a dit, je suis amoureuse de Joël, j'avais compris qu'ils avaient un peu d'intimité, mais je m'attendais pas du tout. Vous le connaissez vraiment, votre garçon ? Et vous connaissez vraiment votre fille ? Arrête, Gabriel, écoute, c'est ridicule. Je sais qu'à 6 semaines, vous pouvez encore décider de... Je sais. Parce que le père d'Océane, il est pas du tout Oui, mais c'est pas lui qui décide. S'il pleure, vous faites quoi ? Je vais prendre dans mes bras. C'est pas ça ? Si. Je veux le bébé avec Océane. J'ai le droit. T'as le droit. Tu m'aides pas, hein, Joël, vraiment. Et ben toi non plus. Mais tu crois quoi, Joël ? Hein ? Tu veux faire l'adulte ? Mais réfléchis aux conséquences, putain ! Il supporte pas beaucoup de choses, hein ? C'est ça d'avoir un enfant différent. Alors j'aimerais parler un peu de la propre relation, toi, que tu entretiens avec le handicap. Est-ce que toi-même tu es en situation de handicap ? Est-ce que tu as des proches en situation de handicap ? Moi, je vis pas avec un handicap. Comme ça, j'aurais tendance à te dire que ma première relation au handicap, c'est une relation que j'ai eue par le biais de ma maman, qui est infirmière, et grâce à laquelle j'ai bossé en fait l'été quand j'étais ado, surtout dans des maisons de retraite en fait. Et c'est là que j'ai rencontré notamment un duo de femmes qui m'a beaucoup inspiré, Mona et Joël. Et en même temps, quand j'y repense, en vrai de vrai, il y a des choses beaucoup plus profondes, enfin non, pas plus profondes, mais en tout cas plus personnelles, qui me lient au handicap. Moi, j'ai une grand-mère qui est décédée, qui était bipolaire et qui a vraiment vécu à partir de sa décompensation assez jeune, vraiment avec un handicap psychique qui en fait était très clair, mais je me le suis jamais formulé comme ça, moi. Et puis il n'était pas mis en lumière non plus, peut-être à cette époque-là. Absolument. Mais en fait, quand je revois tout ce que j'ai appris aussi grâce à ce film, on regarde son passé aussi en se disant « Ah, mais en fait, le handicap, il était là ». Par ailleurs, j'avais un grand-père qui était invalide civil depuis très longtemps, qui avait une polyarthrite rhumatoïde et qui bougeait très difficilement et que ça avait aussi rendu dépressif. Et donc, en fait, on se dit non, mais moi, le handicap, je l'ai approché par le versant soignant et tout. C'est toujours ce que j'ai dit. Mais la vérité, c'est quand je me pose là et que je me dis c'est quoi ton rapport au handicap, Anne-Sophie ? Si, en fait, je l'avais déjà rencontré dans ma sphère très familiale, personnelle et tout ça. Et le handicap cognitif, parce que celui-ci, c'est encore une sous-catégorie du handicap qui est peut-être qui inquiète davantage. Carrément. Le handicap cognitif, moi je l'ai rencontré donc avec Yolande, qui est vraiment la femme qui m'a inspiré Joël, qui vivait avec... je peux pas faire de diagnostic, moi je suis pas médecin, mais avec un mélange de handicap cognitif et intellectuel. Donc j'avais cette femme-là qui m'a beaucoup nourrie, interrogée et tout ça. Puis après j'ai travaillé en ESAT pendant l'écriture du film. Là j'ai rencontré beaucoup de gens qui vivaient avec un handicap cognitif et qui m'ont bouleversée. J'ai peur de dire des poncifs, mais en même temps, c'est pas des poncifs, quoi. Que c'est des gens qu'on met dans une catégorie de rapport
interpersonnel qui serait différent. Et j'aime pas trop parler du handicap de mes acteurs, mais Julie, elle vit avec un handicap cognitif. Je crois que je peux le dire et qu'elle m'en voudra pas. Et la relation avec elle est aussi riche, très riche de cette différence. Le privilège que j'ai d'accéder à elle en levant ce que le handicap cognitif peut créer d'inhibition, d'angoisse, tout ça. Le handicap cognitif, c'est surtout via le film en fait que je l'ai vraiment fréquenté très régulièrement, très fort. Et comme il touche à la communication, comme il touche au rapport interpersonnel, il me bouleverse parce qu'en fait, on parlait de la porosité à l'autre, il y a quelque chose qui se joue à cet endroit-là qui est quand même vraiment bouleversant, quoi. Ce qui est hyper intéressant, c'est que ça a l'air étranger, nouveau, autrui, loin, un peu comme ça. Et en fait, encore une fois, je suis désolée, j'ai peur de faire des poncifs, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de la commune humanité, une fois ça y est, on a établi le contact, qui est tellement beau et tellement simple. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué avec les gens que j'ai rencontrés, notamment qui vivent avec un trouble du spectre autistique. On se dit, ça va être compliqué, comment ça va se passer et tout. Et à un moment, en étant ouvert à ce que la relation soit pas évidente au début, qu'elle prenne un chemin qu'on connaît pas, tout ça, en fait, on se rend compte qu'on est à la fois très différents et très semblables, quoi. Les ESAT, tu peux préciser ce que c'est ? Ouais, c'est des établissements sociaux d'aide par le travail. C'est des établissements qui permettent à des gens qui sont fléchés comme travailleurs en situation de handicap, mais aptes à travailler dans un environnement de travail protégé par la MDPH, ça fait beaucoup de sigles, de travailler dans un environnement de travail protégé. Moi, j'ai eu la chance d'y passer beaucoup de temps en écriture, à l'ESAT de Ménilmontant qui m'a accueillie avec autant les travailleurs que leurs encadrants, avec une immense générosité. Et je t'entendais rire sur les sigles, ouais. Mais c'est vrai que les sigles, c'est aussi une mise à distance, quoi. Ça permet de, voilà, on le met dans une case, c'est un peu lointain, c'est rangé. Ouais, complètement. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose dans la sémantique du handicap qui est quand même vraiment compliqué. La surabondance de sigles, alors que j'ai quand même honnêtement beaucoup fréquenté le milieu. Encore très régulièrement, je me trouve face à un sigle, je ne sais pas ce que c'est. Et puis les locutions aussi, les longues locutions pour dire quelque chose. Et c'est compliqué ces histoires parce que moi-même, je préfère en situation de handicap à handicapé. Je préfère dire comme ça. Parce que je trouve que ça donne l'idée que le contexte joue. Mais déjà, c'est hyper drôle parce que j'ai plein de travailleurs des aides qui me disent « Pourquoi tu dis en situation de handicap, handicapé, c'est très bien ?» Et ils ont plus raison que moi, forcément, parce que c'est les concernés au premier chef. Et dans le même temps, le langage dit quelque chose, donc comment on attrape ces concepts-là en étant juste, mais sans priver les gens de leur capacité de communication, d'expression. En fait, la personne est handicapée et nous sommes en situation face à une personne handicapée. C'est surtout ça. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire si l'espace public était très aménagé, une personne en situation de handicap moteur, par exemple, le serait moins. Et c'est en ça que je trouve qu'en situation de handicap, c'est intéressant. Parce que ça rend compte de ça, du fait que c'est aussi le contexte qui crée du handicap. C'est pas que la personne. Mais c'est long, c'est vrai. Tu sais que le podcast Handicap et Cinéma parle de chiens d'assistance. Alors, quel est le rapport, toi, que tu entretiens avec les chiens ? Moi, j'adore les chiens. C'est intéressant. J'adore les chiens et ils me font un peu peur pour 2 raisons diamétralement opposées. Ils me font un peu peur dans leur docilité. Mais en même temps, c'est nous, humains, qui avons créé ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai un chat et j'aime bien son irrévérence par rapport au chien. Et en même temps, je trouve que le chien, il a un rapport à son maître que je trouve bouleversant, quoi. Donc, j'ai comme ça une chose un peu paradoxale avec le chien. Et puis l'autre raison, qui est une raison un peu plus bête, c'est que ma petite sœur a été mordue assez fort quand elle était petite. Donc, les chiens, berger allemand, malinois et tout ça, que pourtant je trouve adorable, j'ai toujours une petite crainte. Mais j'ai aussi une fascination pour le chien dans ce qu'il est
éthologiquement, cet ancêtre du loup qui nous accompagne maintenant, il m'interroge beaucoup, le chien, en fait. Toutes ces interrogations, tu les as couchées un peu sur le papier dans le film Le procès du chien, un film sur le chien et sur le respect du vivant sous toutes ses formes. Ouais, j'ai eu la chance de travailler avec Laetitia Doche, qui avait vraiment cette idée, qui était une idée qui a été dérivée d'une histoire qui s'est vraiment passée. Voilà, on peut peut-être commencer par pitcher un peu le film pour les auditeurs qui ne le connaissent pas. Exactement. Donc, l'histoire de base, c'est un chien qui avait mordu 3 fois, ce qui, en Suisse, où l'histoire se passe, est censé amener à une euthanasie de l'animal. Et il y a eu un procès, parce que, c'est quand même, en vrai, ça parle de handicap, parce que son maître était partiellement, était malvoyant. C'était pas un chien d'assistance, mais il se trouve qu'il était quand même aidant. Waouh, alors ça, je savais pas. Ouais. Et en fait, donc, l'extrême droite s'est un peu saisie de cette histoire en disant il faut réglementer notre rapport aux chiens, certaines races doivent être interdites, etc. Et finalement, ce chien, il a été euthanasié dans la nuit. Alors, dans l'histoire, évidemment, comme le chien n'est pas un sujet de droit, c'était son maître qui était en procès. Mais nous, notre licence poétique, c'est de dire que c'est le chien. C'est l'histoire du procès de Cosmos, ce chien jugé comme injusticiable. Et moi, ça a été mon film test pour Vinci. Je t'avais envoyé une petite vidéo avec Vinci qui regarde le procès du chien, puisque tu sais qu'on emmène nos chiens au cinéma et qu'on les teste un petit peu devant la télé d'abord, voir comment ils réagissent, est-ce qu'ils aboient et tout. Il a été au top. Et qu'est-ce que tu connais jusqu'à maintenant de l'expérience du chien d'assistance ? Alors, beaucoup ce que j'ai entendu de toi et d'Anaïs, à la fois via le podcast et via la rencontre avec Anaïs. Nous, on connaît les chiens d'assistance essentiellement pour aveugles et malvoyants, en fait, nous autres profanes. Mais donc, j'ai appris que ça pouvait aider sur sur des infirmités moteurs cérébrales. Voilà, que c'était des chiens qui étaient en capacité de faire des gestes du quotidien qui sont rendus difficiles par le handicap, ouvrir une porte, appuyer sur un bouton, tout ça. Dans l'ESAT, où j'ai rencontré une partie du casting des rôles un peu plus secondaires dans Mon Inséparable, qui s'appelle l'ESAT de la Gentilhommière, qui est gérée par une femme géniale. Il y avait un chien. Alors, je ne sais pas s'il était officiellement d'assistance, elle l'appelait leur handi-chien, qui s'appelle Kissou, et qui était très présent avec toute l'équipe, en fait. Donc, j'avais rencontré Kissou, qui avait aussi un rôle très thérapeutique, mais moi, je considère que le rapport à un animal de compagnie, donc moi, je te disais, j'ai un chat, il y a aussi une grande partie de thérapeutique, de rapport... apaisant. Ouais, complètement. Donc, Kissou, je ne l'ai pas vu faire des choses très concrètes, mais en tout cas, il était présenté comme un handi-chien. Et j'adorais quand il était là. Je trouve hyper beau la façon dont Anaïs en parle et comment il y a... C'est ça que je trouve trop beau, en fait, dans le rapport humain-chien, et même humain-humain, en fait. C'est qu'il y a à la fois une aide de tous les jours, quelque chose de l'ordre du pratique, du quotidien et tout ça. Et il y a quelque chose de tellement profond qui naît de ça. Dépendre d'un animal ou d'une personne, ou ce que ça crée de rapports vraiment profonds. Et moi, je trouve ça bouleversant. Je me dis, c'est quand même... parfois, je dors sur mon chat et je me dis, c'est quand même fou, j'ai quelqu'un qui respire sous moi et ça me sidère. Et de la même façon, Anaïs avec sa Snow, je me dis, elle a quelqu'un qui est toujours là avec elle pour lui apporter du soutien. C'est quand même c'est extrêmement précieux, en fait. C'est fort, hein. Et ouais. Elle raconte effectivement que Snow, parfois, empêche d'avoir des idées très très noires, qu'elle a la responsabilité de Snow, donc elle ne peut pas se permettre d'aller mal. Mais bien sûr, moi je trouve qu'il y a quelque chose avec les animaux, ça raccroche vachement à la vie au plus simple, quoi. Un de mes grands rêves en faisant ce podcast, c'était aussi de voir sur les écrans apparaître des chiens d'assistance, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, ils sont très peu connus du grand public et c'est un des objectifs de ce podcast, de leur donner une vraie place. Est-ce que toi, ce serait quelque chose qui t'intéresserait d'imaginer un film dans lequel il y a un chien d'assistance ? Oh, j'adore les animaux. J'adore les animaux pour plusieurs raisons. Je veux dire au cinéma. J'adore parce que
c'est étonnant, c'est beau et tout ça. Et j'adore parce que comme les bébés, comme ils font des surprises tout le temps en fait. Donc ils bougent tout le monde. Ils font que ça se passe pas comme prévu et ça j'adore. Ouais, j'adorerais. À suivre donc. Ouais, carrément. J'aimerais bien que tu nous parles de ta pratique à toi de cinéma en tant que réalisatrice. Quel film tu vas voir? Dans quel cinéma tu vas? C'est toi qui m'as proposé d'enregistrer ici au Trianon, puisque je crois que c'est ta salle de quartier. Oui, exactement. Moi, je suis arrivée à Romainville il y a peu de temps, en octobre-novembre, et j'ai présenté mon film ici. J'ai rencontré Julien Tardif qui s'occupe de la salle. J'ai rencontré la salle. J'y vais encore peu parce qu'en fait, je voyage encore pas mal avec le film et tout. Mais par contre, déjà, c'est une salle mythique, c'est la salle de la dernière séance, d'Eddie Mitchell, machin. Oui, il faut qu'on la décrive un petit peu parce que les gens la voient pas, mais on est dans une salle avec des fauteuils rouges, avec un balcon, avec du velours sur les murs. Ouais. Avec une scène de théâtre avec surélevée, des dorures. Sur laquelle Julien fait venir des musiciens. Ce type d'exploitant, j'ai eu la chance d'en rencontrer pas mal parce que j'ai fait une tournée française assez grande qui pense aux gens en fauteuil, aux gens qui ont des bébés, aux gens qui aimeraient boire un coup après la séance et que ça fait venir à la séance, qui cherchent toujours des nouvelles idées pour faire venir les gens au cinéma. Je trouve que c'est tellement vivifiant et que ça ramène à ce que c'est que le cinéma, l'expérience de spectateur, le plaisir que ça devrait être et tout ça. Donc j'adore cette salle parce qu'elle est belle, parce qu'elle est mythique, parce qu'elle est en bas de chez moi, parce que Julien est génial. Enfin, il y avait un peu toutes les raisons. Mais je peux pas dire que je suis encore une grande une grande habituée parce que la vérité c'est que je passe pas mal de temps à voyager avec le film encore. Mais vraiment, je la trouve trop belle. Alors Julien, il a une vraie politique d'accessibilité. On s'est rencontrés via le festival Imago à Pessac. Julien, il accueille aussi beaucoup Imago ici en fait. Tu nous expliques ce que c'est que ce festival ? Le festival Imago, c'est un festival qui travaille à mettre en lumière les représentations du handicap, à la fois des interprètes en situation de handicap et du handicap à la scène et à l'écran. Donc il y a des spectacles, mais il y a aussi des projections. J'ai eu la chance d'être portée par Imago cette année. La salle de Julien, c'est vraiment un endroit d'accueil d'Imago. Et par ailleurs, il fait ce qu'on appelle donc les séances ciné-relax, qui sont des séances qui sont plutôt adaptées pour des gens qui vivent avec des handicaps cognitifs en général. Donc où il y a un petit peu de lumière, où le son est moins fort, où le cinéma, pour les plus sensibles d'entre nous, n'est pas trop agressif, quoi. Il va sélectionner des films qui sont pas trop longs, où le narratif est aussi assez linéaire et on n'est pas trop dans des constructions très compliquées à saisir aussi. Et je pense qu'on fera un épisode ensemble avec Julien, on donnera suite à cette rencontre. C'est beau cette idée de ciné-relax. C'est drôle, l'autre jour, je suis allée présenter le film à côté de Rennes, dans un dispositif qui réunissait plusieurs associations, mais notamment les CAP Parents. Donc, c'est des structures qui ont été créées récemment pour accompagner les adultes en situation de handicap dans la parentalité. Donc, évidemment, le film qui parle notamment de ça, il était intéressant pour eux comme support. Et donc, je suis allée là-bas. J'étais hyper contente parce qu'il y avait plein d'usagers des AT et du dispositif CAP Parents qui étaient là. L'exploitant, il a fait le choix de laisser un peu de lumière. Et je me suis dit, mais c'est vrai que si tu vis avec un trouble cognitif, que t'as pas l'habitude de la salle et tout ça, c'est pas grand-chose. En fait, ça n'a pas du tout gêné mon visionnage. Et c'est vrai que d'être dans la position de spectatrice dans une forme de proto-ciné-relax, c'était pas... Parce que ciné-relax, c'est vraiment un dispositif particulier. Là, c'était une attention des différentes associations qui étaient là pour leurs usagers, quoi. Mais j'ai trouvé que finalement, ça changeait pas grand-chose et que ça nous permettait de regarder le film ensemble. Génial. Ouais. Et tu distingues handicap cognitif et handicap intellectuel. Est-ce que tu peux nous préciser ? Alors, je suis pas médecin et tout ça. Mais pour moi, il y a quand même une différence, même si souvent les deux s'épousent, peuvent entrer en collision ou en friction ou tout ça. Pour moi, il y a ce fameux handicap intellectuel dont je serais bien en peine de donner la réalité
qui se base sur le QI et sur différents tests comme ça, quantitatifs, est-ce que la personne sait faire les liens comme elle est supposée les faire, en tout cas dans ces tests-là. Donc voilà, pour moi, le handicap intellectuel, c'est des QI supposément bas et tout ça. Là où le handicap cognitif, c'est quelque chose qui a à voir avec la communication, le fait de pas pouvoir toujours rentrer en contact. Le lien social aussi. Ouais, absolument. Donc je les distingue les deux parce que même si c'est vrai qu'ils peuvent coexister chez plein de gens et tout ça, pas toujours déjà. Et puis je me méfie de... Déjà, moi, ce truc de handicap intellectuel, il me pose vraiment question parce que qu'est-ce qu'on mesure, en fait ? Je me méfie de ça parce que je me dis toujours, si on dit il est en retard, il est handicapé intellectuellement, ou elle est en retard, elle est handicapée intellectuellement, c'est comme si on disait il est bête, quelque part. Alors qu'en fait, je dis pas que ça n'a pas de valeur du tout, mais on est quand même sur des unités de mesure qui ont été créées par l'humain, pour l'humain, sur l'humain, et sur un certain... Pour mesurer un certain type d'intelligence. Oui, puis ça pose la question de qu'est-ce que c'est que vraiment l'intelligence. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? Moi, ça, pendant tout le film, ça m'a... C'est vraiment quelque chose... Et encore maintenant, hein, ça me traverse très régulièrement. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré des gens qui, si on les diagnostiquait, on dirait ils vivent avec un handicap intellectuel et qui pourtant, je pense... si on peut parler de quotient émotionnel si on veut, mais... en tout cas, qui avait un type d'intelligence qui était supérieur, qui était impressionnant, qui faisait des réponses à des situations qui étaient hyper étonnantes. C'est juste qu'elles n'entraient pas dans ce qu'on appelle l'intelligence. Mais c'est pour ça que je suis toujours un peu réticente et un peu sur mes gardes sur ces choses-là. Parce que moi, Julie, très régulièrement, je me disais, Julie, elle a des capacités extrasensorielles. Et là, une forme de pouvoir. Vraiment, je veux dire, elle a une intelligence. Ok, la société n'est pas à même de l'absorber. Tant pis pour elle. Mais ça veut pas dire que... Enfin, ce que je veux dire, c'est que les spécificités, c'est pas que du moins. Oui, explique-nous. Non, mais c'est juste que, en fait, très régulièrement, je me disais, mais parfois, elle me résumait les choses avec une simplicité, une lucidité, une assurance. Une perception un peu différente du monde. Complètement différente. Et que je me disais, mais oui, c'est de l'intelligence et c'est du pouvoir. Là où communément, ce avec quoi elle vit peut être présenté comme du moins. Alors que je ne suis pas sûre que ça soit du moins. Je pense juste qu'on vit dans un tissu social qui n'a pas les capacités d'absorption pour des gens différents comme ça. Oui, puis l'idée après du podcast, c'est justement d'enlever cette échelle de valeur de plus, de moins, et puis de remettre simplement de la variété, de la diversité et des complémentarités. Enfin, c'est ça qui m'intéresse dans la démarche de ce podcast. Ton film, il parle d'un double tabou, donc le handicap et puis la sexualité ou même peut-être plus la parentalité des personnes qui sont en situation de handicap. Qu'est-ce que c'est tes sources d'inspiration sur ce sujet-là ? Il y a plein de choses qui sont venues irriguer le film. En plus, c'est une écriture qui a duré assez longtemps parce que je l'ai écrit pendant mes études. Donc il y a le réel, hein, on a parlé du fait que j'avais passé pas mal de temps en ESAT. Il y a 2 femmes que j'ai rencontrées quand j'étais ado, qui étaient mère et fille, qui, elle, était plus âgée que Mona et Joël, qui avaient environ 80 et environ 60, qui avaient toujours vécu ensemble, collés, et qui s'étaient retrouvées en maison de retraite ensemble. Et ce qui m'avait passionnée, c'était le caractère profondément paradoxal de leur relation, où il y avait à la fois beaucoup d'amour, de fusion, de symbiose, de connaissance intime de l'autre, et en même temps de la colère, de l'envie de liberté, de révolte, de prendre l'air, quoi.
Et ce qui me touchait, c'est que c'était à la fois une relation complètement particulière et complètement universalisable. Et je pense que dans la famille, le handicap, il met une loupe là-dessus. Mais la famille, c'est ça. C'est cette chose où, à la fois, c'est enveloppant et c'est étouffant. Et enfin, voilà. Donc, elle m'avait beaucoup touchée toutes les deux. Donc, il y a un peu ce réel-là. Il y a eu des films qui sont très importants. Il y a un film très beau qui s'appelle Gabrielle de Louise Archambault. C'est un film québécois. Et la question de Gabrielle, c'est pas celle de la parentalité, c'est vraiment celle de la sexualité. C'est une jeune femme qui vit avec un syndrome de Williams et qui a envie de faire l'amour avec son amoureux. C'est très beau et c'est très touchant. Il y a des vieux films aussi. Elephant Man, c'est un film qui est très important pour moi dans ce qu'il raconte de ce que c'est qu'être différent. Je trouve qu'il le fait magnifiquement aussi. Il y a un livre qui est très important pour moi, qui est vieux maintenant, qui quand même a toujours une forme de grande acuité, je trouve. C'est un livre qui s'intitule L'Ange ou la Bête de Jamie, qui en fait donne les deux polarités du rapport à une personne en situation de handicap qui a envie de sexe. C'est un ange, ça n'existe pas. C'est une bête, ce n'est que des pulsions. Et comment on remet du mouvement là-dedans et comment on sort de cette dichotomie, en fait. Et ça a été très important aussi. En fait, il y a eu plein de choses très importantes. Puis c'est aussi vraiment l'histoire d'un rapport mère-fils. Donc il y a un film de Cassavetes qui est très important pour moi qui s'appelle Gloria. C'est l'histoire d'une femme qui n'aime pas les enfants et qui se retrouve à avoir la charge d'un enfant et qui petit à petit crée une relation magnifique avec lui. Des relations de duo comme ça, de duo complexe, contrarié, symbiotique. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été très importantes pour ce film. Il est tissé de vraiment plein de choses. Et moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est la part que tu donnes à la posture d'aidant dans le handicap. Et ces aidants qui sont souvent les proches et notamment les parents, et en particulier encore plus spécifiquement les mères. Et c'est vrai que le projet Handi Chien et Chien d'assistance, moi j'ai eu des histoires aussi magnifiques de mamans qui disent depuis que le chien est arrivé, je ne suis plus l'aide-soignante de mon enfant, je redeviens la mère de mon enfant. Il y a une vraie valeur pour moi féministe dans ce projet aussi libérateur. Ah mais alors là complètement. Et d'ailleurs je trouve vraiment que non seulement l'un n'exclut pas l'autre, mais l'un permet l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, l'émancipation de Joël permet l'émancipation de sa mère. C'est vraiment l'histoire d'une double émancipation. C'est pas du tout un film que sur un personnage en situation de handicap qui s'émancipe, pas du tout. C'est même plus l'histoire de sa mère, mais c'est grâce, en fait, moi, au fond, Mona, c'est un peu nous tous, c'est un peu cette société patriarcale ou matriarcale qui n'arrive pas à laisser vivre les plus vulnérables d'entre elles. Et à un moment, elle est surprise par cette demande de liberté. Et finalement, la question du film, c'est qui a le droit sur qui, mais et c'est aussi de se dire que si on arrive à donner de la liberté aux plus vulnérables d'entre nous, on s'en donnera à nous aussi. On la sent tout le temps en tension entre son envie, son besoin aussi de vivre sa vie, et notamment sa propre vie sexuelle aussi, et puis sa responsabilité par rapport à son gamin, peut-être le manque de relais aussi, et puis une forme d'attachement qui est sans doute le fruit de pas mal d'années aussi. Bien sûr, et puis je pense qu'il y a de la codépendance. Je pense pas que ça va toujours dans un sens. Le lien soignant-soigné, il est super complexe. C'est pas juste le soigné qui a besoin du soignant. Il y a aussi le soignant qui est aux prises avec cette position de sauveur comme ça, et puis dans laquelle il peut trouver une forme de confort. Ça n'enlève pas la beauté du soin. C'est juste... Le soin, c'est pas juste du don de soi, c'est complexe. Ça crée du ressentiment, ça crée des relations super complexes. Et moi, j'avais vraiment envie de raconter ça. Et l'émancipation charnelle, notamment, elle est autant la sienne que celle de Joël. Ouais. Les deux, ils ont besoin de faire l'amour. Ça existe en parallèle. Ouais. En fait. Ils ont vraiment besoin que leur corps exulte ailleurs, quoi.
On va parler un petit peu de tes acteurs, puisque tu as fait appel à des acteurs qui sont en situation de handicap. Tu nous as parlé de Julie Froger, donc, qui interprète le rôle d'Océane, et puis de Joël, qui est interprété... alors, je te laisse prononcer son nom. Charles Pecciagaletto. Voilà, je savais que ça serait mieux que si je le disais moi-même. Comment tu les as rencontrés ? Est-ce qu'ils ont un statut de professionnel du cinéma ? Comment ça se passe ? Ils sont différents les deux. Donc, j'ai travaillé avec une directrice de casting qui est une femme merveilleuse, qui s'appelle Sandy Galán-Pérez, qui avait déjà travaillé sur un film. C'est un film sur Maria Montessori de Léa Todorov. Et Sandy avait fait le casting. Et je savais qu'elle avait fait le casting en IME. Et je savais que ça s'était très bien passé. Et je trouve que le rapport aux institutions est un truc très particulier, qu'il y a des gens qui sont à l'aise là-dedans et d'autres pas. Et je m'étais dit, franchement, ça vaut le coup de rencontrer cette fille. Et donc, je l'ai rencontrée. C'est une femme géniale et qui, effectivement, a une vraie facilité à communiquer avec plein de gens qui sont très différents d'elle. On a lancé 2 recherches. Une première à l'intention des interprètes en situation de handicap auprès d'en gros 2 types de structures. Il y a 2 agences en France qui maintenant sont un peu plus connues, qui représentent des comédiens en situation de handicap. Il y a le Théâtre de Cristal, qui est très impliqué dans Imago et tout ça, où il y a des interprètes magnifiques. Et il y a l'agence Singulariste. Donc, on a fait une démarche vis-à-vis de ces 2 agences. Et puis, on a aussi fait une démarche vis-à-vis de compagnies qui font jouer des interprètes en situation de handicap. Donc, il y a notamment l'Oiseau-Mouche. Il y a aussi un centre à Morlaix. Enfin, il y a des très belles structures, mais il n'y en a pas 50. Et tu parlais du Théâtre du Cristal. Et quand j'ai enregistré avec Stanislas Carmon, il m'a dit qu'il te connaissait et qu'il avait postulé pour le film, d'ailleurs. Absolument, je l'ai vu, Stanislas. Je l'ai vu en essai. Ouais, mais d'ailleurs, une grande partie du casting d'un petit truc en plus, c'est des comédiens qu'en fait, j'ai vus. Parce que... identifié comme vivant avec un handicap et étant interprète professionnel. Malheureusement, et j'espère que ça va changer, il n'y en a pas 50 000. C'est le but du podcast, c'est de faire bouger les choses. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait d'Anaïs. Anaïs, depuis l'enregistrement, elle s'est remise au théâtre d'impro à fond les ballons. Et je ne sais pas où ça va la mener, mais je pense qu'il y a des possibilités. Voilà, je ferai un épisode Que sont-ils devenus dans 1 an, parce que je pense qu'il y a des choses qui vont bouger. Ouais, puis moi j'ai rencontré vraiment des personnalités magnifiques qui n'étaient pas nécessairement Joël ou Océane, mais je veux dire Maïane, je l'ai rencontré, Stanislas, enfin c'est des très belles personnalités quoi. Donc on avait fait cette recherche-là et en parallèle on avait fait un casting qu'on dirait sauvage, qui consistait à mener des ateliers d'impro dans des ESAT pour 2 raisons. La première, c'est que c'est quand même l'histoire de travailleurs d'ESAT et je trouvais que ça avait du sens. Et la deuxième, c'est que concrètement, la définition des travailleurs d'ESAT, c'est des gens qui sont aptes à travailler dans un milieu protégé. Je savais qu'on allait mettre une architecture de protection en place sur le plateau. Donc je me suis dit, en fait, c'est notre public. C'est les gens qu'on peut imaginer pour ces rôles-là. Il se trouve que, au final... Le casting a donné que Joël, qui est joué par Charles Pecciagaletto, qui est un comédien magnifique qui se trouve vivre avec un handicap, il vient de l'agence Singulariste. Et que Julie, on l'a rencontrée par le hasard des impros et du travail de casting sauvage. Donc les 2 sont différents, ils ont un rapport très différent au médium. Et c'est très beau d'ailleurs. Charles, sa grande revendication, qui d'ailleurs est un peu celle de Stanislas, et il me touche beaucoup les 2 là-dessus, c'est que Charles, il revendique le droit, la place d'être un interprète professionnel en situation de handicap. Et que ça l'empêche pas de jouer des rôles, potentiellement des rôles où le handicap n'est pas la première chose qui définit le personnage. Enfin, voilà, il est vraiment dans cette défense de... comment on fait de la place à des interprètes qui vivent avec un handicap. C'est ça qui compte, c'est l'interprétation qui compte. Charles, ça le saoule un peu quand on lui parle de sa vie personnelle et notamment du handicap. Et ce qui compte vraiment pour lui, c'est comment on fait de la place à des interprètes différents dans le milieu du théâtre et du cinéma. Là où Julie avait un rapport au film qui était un rapport politique à un autre endroit, en fait, qui était de dire, moi, la revendication d'émancipation de mon personnage, je la prends complètement à mon compte. Je veux pas parler à sa place, c'est toujours difficile, mais la question, c'est pas celle des enfants pour l'instant, en tout cas. Pour elle. Ouais. Mais par contre, la question, c'est carrément celle de l'appartement, de s'affirmer. Et le film a été un véhicule de ça pour elle. Et puis même dans le travail, forcément, je faisais pas le même travail avec Charles et avec Julie. Charles,
comme tous les jeunes comédiens, il a des petits trucs de jeunes comédiens qu'il fallait un peu défaire, sur lesquels il fallait travailler, tout ça. Julie, il fallait créer les conditions pour que ce qui était arrivé en impro, en audition et tout ça, réarrive. C'était pas la même chose. Et les deux sont de magnifiques interprètes. Hein. Et tu nous as parlé tout à l'heure de Margot Guido Brossek. Même moi, j'ai mis voilà, longtemps on est à le dire d'accord. bien. Qui a aussi travaillé sur un petit truc en plus avant, en fait. Et donc, elle a accompagné Charles et Julie, j'imagine. En fait, elle a créé son poste, Margot, ce qui est quand même assez génial. C'est fort. Donc, elle a créé ce poste qu'elle intitule Coordination Régie Handicap, qui consiste à identifier les besoins spécifiques des interprètes, à les anticiper et à faire le lien avec la mise en scène pour que, à la fois, ça ne soit pas la mise en scène qui prenne en charge ça, mais que personne ne soit violenté ou nié dans ses besoins dans le fonctionnement d'un tournage. Que le tournage soit une expérience positive pour tout le monde. Absolument. Mais moi, ce que j'ai trouvé génial, en vrai de vrai, c'est que, en fait, si tout se passe bien, entre un réalisateur et un acteur, c'est impossible qu'il n'y ait pas beaucoup d'affect. Parce que moi, je les regarde toute la journée par le biais de ma caméra. Ils ont envie que le film soit bien. Ils ont envie d'être bien. Ils ont envie de me faire plaisir. C'est ça la vérité. C'est que profondément, si ça se passe bien entre nous, ils ont envie de me faire plaisir. Or, je veux pas que cette envie-là, qui est belle, les fasse se mettre en danger ou s'abîmer. T'as une responsabilité par rapport à eux. Et je trouve que c'est bien d'avoir quelqu'un qui fait la médiation, en fait, et à qui il puisse dire je suis fatiguée, j'ai mal au dos, j'en ai marre, enfin peu importe, mais ou en tout cas quelqu'un, et puis qui a une expertise, parce que ce qui est très beau aussi avec Margot, c'est elle a une formation d'EduxP, elle a travaillé comme EduxP et elle a travaillé en régie. Donc en fait, elle a les deux besoins. Elle a été préciosissime. C'est un film qui parle aussi de sexualité. Tu as été assez pudique dans les scènes entre Joël et Océane et je crois que tu as fait appel à une coordinatrice d'intimité. Comment ça s'est passé ? En fait, la pudeur, elle vient aussi des acteurs, hein, franchement. En vrai de vrai, j'avais vraiment envie de m'adapter à eux. Si j'avais pu montrer plus, j'aurais montré plus. Mais en fait, c'est vraiment un dialogue. Hein. Et donc, Monia, qui était coordinatrice d'intimité, elle a beaucoup aidé à ça. C'est-à-dire que on a fait plein d'exercices où là, c'est OK de me toucher, là, c'est pas OK, etc. Elle était aussi présente sur le plateau. Elle a permis qu'on travaille avec un plateau fermé, avec peu de monde dessus, qu'elle soit toujours en dialogue avec les comédiens pour être sûre que tout va bien, que c'est OK. On a mis en place une doublure aussi. Avec les troubles cognitifs, le contact, c'est quelque chose. Hein. Donc moi, j'ai travaillé avec les limites de tout le monde et je l'aime beaucoup cette scène parce que je trouve que ce qui est beau, c'est qu'il y a des gestes très éloquents. Il y a cette main qui remonte sur cette brassière blanche. Il y a elle qui défait sa braguette et tout ça. Mais en même temps, la sexualité, elle est ultra présente quoi, aussi dans ce contact-là. Donc on a travaillé avec Monia qui était toujours là avec nous sur cette scène-là et qui a été très précieuse aussi parce que c'était un challenge. Ouais. Mais ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est que finalement tu décris des conditions de tournage qui sont assez idéales, qui font très envie. Et aujourd'hui, on est dans la lutte aussi contre les violences sexistes et sexuelles puisque les formations sont obligatoires maintenant pour tous les professionnels du cinéma. Et on se dit que finalement, le handicap oblige à aller un petit peu plus loin dans ce sens-là et pour le bénéfice de tous. Mais bien sûr. Et puis en plus, Monia, alors elle a été moins présente sur les scènes avec Laure et Gert, où il y a des scènes de sexualité qui sont un peu plus frontales encore mais un peu plus. Et elle a été un peu moins présente, mais on a quand même travaillé avec elle tout ce qui avait trait à la protection des corps, tout ce qui est cache-sexe, quelle position, où est la caméra, le plateau fermé, enfin quand même pas mal de choses. Et c'est vrai que moi, naturellement, je savais que j'aurais besoin de Monia pour la scène entre Joël et Océane, parce que je travaillais avec des jeunes acteurs qui vivaient avec un handicap et je voulais que ça soit protégé, encadré. Et en fait, elle a aussi été présente pour les autres scènes. Donc ouais, bien sûr, le fait de prendre en compte les besoins des uns et des autres, ça crée des plateaux qui sont plus respectueux, c'est sûr.
Et comment s'est passé les échanges en fait avec tes autres acteurs qui ne sont pas en situation de handicap et leur propre découverte du handicap? En fait, ce qui est rigolo, c'est surtout ce qui s'est passé avec Laure, parce que Laure, elle était très très présente évidemment sur le film, c'est le personnage principal et tout. Laure, quand elle a rencontré Charles, en fait, elle m'a fait le bonheur et le privilège de venir à la fin du casting rencontrer 2 jeunes interprètes auxquels je pensais pour Joël. Et il s'est passé un truc de malade avec Charles. Laure, en dépit de son caractère très volubile et enthousiaste et tout ça, elle est pas très tactile. Charles, c'est Monsieur Câlin, genre... il a un truc hyper sociable, hyper tactile comme ça. Et donc à un moment dans la scène, il la prend dans ses bras, très naturellement. C'est très beau. Et le soir, Laure m'appelle et me dit, mais quand il m'a pris dans ses bras, il y a quelque chose qui est arrivé que j'ai pas calculé, je sais pas, il y a quelque chose... Et on a retrouvé la vidéo avec Sandy. Et il y a effectivement cette étreinte. Et cette étreinte, elle est folle parce que on sent que c'est pas du tout 2 corps en représentation. C'est assez bizarre. On sent vraiment qu'il y a quelque chose de physique qui se passe entre ces deux-là. Et ça, leur complicité, elle s'est retrouvée à plein d'endroits. Ils ont aussi un humour en commun. Il y avait quelque chose de très naturel, très pétaradant entre Charles et Laure. Là où, au contraire, Julie, elle souffre d'hyperacousie et tout. Donc, elle a un truc beaucoup plus... où le rire de Laure et tout, c'était compliqué. Et je sais pas, à un moment, ça s'est débloqué. Peut-être même après le film. Parce qu'après, on l'a présenté ensemble et tout ça. Et notamment à Venise... Je sais pas, il y a quelque chose qui a cliqué entre les deux et c'était trop beau, quoi. Enfin, en fait, c'est à un moment, les gens se mettent au diapason, ils font attention à un truc et tout s'aligne. On apprend à se connaître et d'un seul coup, les choses bougent. Ouais, complètement. Wow. Concernant la diffusion de ce film, quel est son parcours et quelles sont les éventuelles difficultés que tu rencontres? Alors, il est sorti à une date très spéciale, ce 25 décembre. Ce qui est assez beau, c'est que en fait, on a commencé avec des chiffres qui n'étaient pas terribles et il a monté et il s'est stabilisé longtemps. Et voilà, on a fini avec des chiffres très honnêtes pour parler de chiffres. Moi, ça m'a vachement intéressée parce que ça veut dire que quelque part, c'est les gens qui l'ont porté, qui en ont parlé et tout ça. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Il est pas mal diffusé dans le monde. Enfin, je veux dire acheté... par des distributeurs étrangers et tout ça. Il y a des endroits où c'est plus difficile, mais notamment parce que la question du handicap est difficile, notamment, je crois, en Europe de l'Est, où c'est assez compliqué. Et puis là, il commence sa vie en VOD. Ok. Et tu as dû accompagner les séances assez systématiquement, ou bien c'est un film qui a pu partir en salle sans accompagnement? Moi, j'ai beaucoup accompagné, mais parce que ça me plaît aussi. Et parce que j'étais très volontaire pour le faire et parce qu'en fait, c'est vraiment un film qui pose des questions et pas très moraliste à donner des réponses et tout ça. Et je trouvais intéressant qu'on se les pose ensemble. Évidemment, je peux pas l'accompagner partout où il va, mais quand on me sollicite, j'essaye quand même d'être dans une démarche de oui a priori. Et quel public s'est déplacé en salle? Alors, c'est un peu difficile parce qu'on peut faire que des suppositions un peu. Hein. C'est un film qui a beaucoup intéressé dans les villes moyennes, qui a beaucoup fait bouger le secteur du médico-social. Déjà, il y a mon distributeur qui a fait un très beau travail sur ça. Sur vraiment aller solliciter de façon assez indifférenciée, juste pour dire... Regardez, il y a quelque chose qui se passe qui est autour du soin, de tout ça. C'est les films du Losange qui distribuent ton film. Ils ont fait quand même une démarche assez courageuse et un peu de fourmi et tout, à inviter ADAPI, UNAPI, ARS, tout ça. Et ça a bougé. Moi, j'ai rencontré vraiment du monde via ce secteur-là. Il y a aussi eu, et ça c'est génial, en fait, là où il y a eu des bonnes volontés, il y a eu des groupes, notamment de foyers, des AT,
qui se sont déplacés et où donc j'avais des spectateurs en situation de handicap qui réagissaient aussi à ce film-là. Je dis des bonnes volontés parce que dès que ça se passe le soir, les foyers, tout ça, ça demande de l'orga. Mais c'est arrivé et c'était super. C'est un public largement féminin. En tout cas, celui qui m'écrit et tout ça. Beaucoup des mères, mais aussi des femmes plus jeunes. Mais voilà ce que je peux te dire du public. C'est ce que je sens et ce que j'ai un peu constaté. C'est un thème féminin aussi. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye aussi de mieux répartir la présence des femmes, enfin la parité dans le cinéma aussi, et c'est pas un hasard non plus que tu sois une femme et que tu évoques ce sujet-là, et c'est vrai que c'est des sujets qui sont un petit peu moins traités par ailleurs, et c'est chouette qu'ils prennent une place sur les écrans. Ouais, c'est tout ce qu'on appelle le care, hein. C'est-à-dire que c'était pas des zones qui intéressaient fortement les réalisateurs. Le care, donc le prendre soin en fait. Absolument. Voilà. Tu connais aussi le syndicat des professionnels du cinéma handicapé qui milite, et Julien Richard Thompson. Absolument. Qui milite pour un statut spécifique pour les intermittents. Tu peux nous en parler un peu ? Julien, il s'est rendu compte que l'accès à l'emploi pour les techniciens et interprètes en situation de handicap était plus difficile, que les fameuses 507 heures qu'on doit cumuler en tant qu'intermittent du spectacle, c'était encore plus difficile quand on était interprète en situation de handicap. Voilà, c'est 507 heures qui permettent d'obtenir les droits au chômage. Ouais, exactement. En sachant que, je le dis quand même, parce qu'il y a beaucoup de mythes autour de ces choses-là. On travaille tous beaucoup plus que 507 heures pour faire 507 heures. Mais bon, ce qui est déclaré, c'est 507 heures et il nous faut 507 heures déclarées. Julien, il milite pour qu'il y ait un seuil plus bas. Donc, il milite pour que ce chiffre soit baissé quand il y a une reconnaissance de travailleurs handicapés. Et il milite aussi pour d'autres choses de l'ordre de la visibilité des comédiens, mais aussi des techniciens en situation de handicap. Moi, ce que j'espère aussi, c'est qu'il va y avoir des réalisateurs en situation de handicap. Julien, il réalise. Il a fait un documentaire qui s'appelle Pas de bras, pas de cinéma. Ouais, absolument. Il est en situation de handicap lui-même, effectivement. Mais Candy Ming, par exemple, c'est juste, je pense à une actrice avec qui j'ai travaillé sur le film. Je l'avais vue pour Océane. Mais Candy, elle a déjà beaucoup de vécu et je sentais qu'elle avait trop de bouteilles pour cette Océane, qui était quand même une toute jeune femme et tout. Mais par contre, du coup, elle a joué un petit rôle de valide, en fait, ou en tout cas non spécifié, de serveuse dans le film. Et Candy, c'est une grande comédienne qui a joué avec Yolande Moreau, qui a joué avec plein de monde et qui vit avec un handicap, et qui a très envie de faire des films, mais qui a besoin d'être accompagnée. Alors moi, je suis pas productrice, je peux juste lui donner des petits conseils comme ça, mais il y a en tout cas des auteurs en situation de handicap qui ont envie de faire des films, de s'exprimer. Je te remercie infiniment, Anne-Sophie. Merci de nous avoir parlé de ce film. J'espère que tu auras donné envie à tout un tas de gens de le voir. Il est encore temps de le proposer pour des responsables d'associations qui veulent organiser une séance. Ouais, il y a eu des super beaux moments. C'est vrai qu'il y a eu des très beaux moments. Je les invite à se rapprocher de leur cinéma et de leur proposer une séance. Si le cinéma voit arriver du public avec la proposition, en général, ça aide. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup pour cet entretien. Handicap et cinéma est une production de Planète Projet avec le soutien de Podcastix et de Podcast Factory.org. L'identité visuelle a été créée par Séverine Baird en collaboration avec les étudiants de l'ESDAC et la musique composée par Charles Michel. Cet épisode a été enregistré avec Anne-Sophie Bailly au cinéma Le Trianon à Romainville. Retrouvez les ressources citées ainsi que la transcription complète de l'épisode dans la description. Je vous invite bien sûr à aller voir le film et à en proposer la diffusion dans votre cinéma de quartier. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et laissez 5 étoiles et surtout partagez-le autour de vous. Alors, prêt à faire bouger les lignes pour plus d'inclusion dans le cinéma ? Cap ou pas cap ?